du coup, on parlait de facture électronique alors. C'est quoi? Pas du tout, j'ai jamais dit ça. Si, t'en as parlé. Si, c'est enregistré, Eh oui, mais- on a le micro, les caméras, il y a tout. Bonjour Frédéric, Salut Charles, ravi de t'avoir chez nous aujourd'hui dans nos locaux. merci de m'avoir invité. Donc, on t'invite dans le cadre de notre podcast, ce n'est pas que des chiffres, pour parler en fait de ton activité. Alors aujourd'hui, on est sur une activité vraiment de DAF à temps partagé. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Et j'ai une première question pour toi qui est toute simple, c'est qui es-tu, Frédéric? Alors Frédéric Guéret, je suis le fondateur du réseau Diffineo. Pour t'expliquer ce que je fais aujourd'hui, peut-être que le mieux c'est que je revienne à l'origine, à la création. En fait, moi je suis un ancien banquier d'affaires. J'ai accompagné des PME, j'en ai vu beaucoup. Et j'ai détecté chez certains dirigeants, plutôt pas mal d'ailleurs, une certaine volonté de sécuriser leur développement, de relever certains défis aussi, de faire face à des situations difficiles ou de réaliser leurs ambitions. Et donc en étant banquier, le constat c'était celui-là. Mais en même temps, ils n'avaient pas forcément ni les compétences, ni le temps, ni l'envie de prendre à bras-le-corps les sujets organisationnels, financiers, qui ne faisaient pas nécessairement partie de leur métier d'origine, parce qu'ils venaient de la technique ou du commerce. Et un dirigeant d'entreprise, on lui demande aujourd'hui d'être un bon manager, un bon recruteur, un bon technicien, un bon commercial et un bon financier. Et je m'apercevais que le fait que cette compétence manque au sein des PME créait une sorte de plafond de verre et empêchait de passer des caps. Et je le voyais de ma fenêtre de banquier. Et puis l'histoire a commencé comme ça, puisqu'à un moment donné, j'ai un de mes clients qui m'a dit oui, je comprends bien qu'il faut que je produise des tableaux de bord, que je vous donne des business plans, que je me projette, que j'ai une stratégie à 5 ans, mais voilà, moi je fabrique des objets, donc j'ai pas que ça à faire. Par contre, quelqu'un comme vous pourrait le faire pour moi. D'accord. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Donc j'ai été son DAF, son directeur financier, et le côté disruptif du modèle Diffineo, c'est que je ne suis pas DAF ni salarié, ni un manager de transition qui vient là pendant 6 mois et qui disparaît. Non. Nous, on a fait le choix de rester aux côtés des clients pendant longtemps, parce que le temps de définir une stratégie, de la mettre en place, de la développer, de piloter les écarts et d'avoir les résultats concrets, moi je considère que c'est du temps long. Et c'est pour ça qu'on accompagne les clients sur normalement plusieurs années. Alors, si on disparaît au profit d'un DAF salarié temps plein, tant mieux, c'est qu'on aura réussi à briser ce fameux plafond de verre qui, moi, me frustrait beaucoup en tant que financier à la base. Je ne trouvais pas ça normal. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Et puis une fois que j'ai eu un client, 2 clients, 3 clients, je me suis dit, mais comment je peux faire pour rendre ce service à plus de monde ? Puisque comme toi, j'ai 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, voilà. Et je me suis dit, des profils comme moi, plutôt financiers, qui vont savoir faire, mener la conduite du changement, parce que c'est de l'humain en fait qu'on fait. C'est pour ça que j'aime bien le titre de ton podcast, parce qu'on est estampillé financier, effectivement, mais en fait on réalise qu'avec le temps qu'on gère plutôt de l'humain. C'est ça. De la mise en place d'outils, de la conduite du changement, de l'organisationnel, du juridique, tout ça, ça fait partie de nos métiers. Et donc, pour revenir au développement, je me suis dit, des profils comme moi, il y en a quand même quelques-uns. On a aujourd'hui un marché de l'emploi qui est un peu particulier, avec pas mal de gens qui se projettent dans le métier de consultant. Et donc, j'ai décidé, moi, de les accompagner dans ce passage vers le consulting, pour qu'ils le fassent dans les meilleures conditions, qu'ils soient formés, qu'ils aient les outils, qu'ils aient aussi la visibilité et la légitimité avec une marque. Je vois. Voilà. Et puis, le fait d'être entrepreneur, d'être consultant, mais de ne pas être seul. Parce que quand tu accompagnes un dirigeant de PME, alors tu peux dire, je ne sais pas tout de suite, mais je vais trouver. Ça s'entend, et c'est plutôt sain, je trouve, comme réflexion. Mais c'est mieux de pouvoir compter sur ses pairs, d'autres directeurs financiers qui appartiennent au même réseau, qui ont des expériences différentes,
qui ont des compétences différentes et qui se conjuguent. Hein, c'est pour ça que sur notre site internet difineo.com, on a fait le cumul des années d'expérience de nos DAF. Et ça représente à peu près 200 ans maintenant. Si on fait le cumul des 30 années de l'un, des 20 années de l'autre, voilà, donc ils viennent d'horizons différents. Certains viennent de l'audit, les Big Four, voilà, on connaît. D'autres viennent de l'expertise comptable. Ouais. D'autres viennent de la banque, comme moi. Alors, je vais te couper un Ouais, mais n'hésite pas, parce que si tu me coupes pas, moi je n'arrête plus. T'es parti, c'est ça qui est super. Mais moi j'aurais voulu revenir juste avant, parce que là tu es entré dans le métier de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Mais avant, en fait, justement avant de te lancer, oui. Ça, je trouve ça aussi intéressant, justement, c'est que tu as été banquier d'affaires. Tu as été banquier d'affaires pendant combien de temps? Où ça? Alors, PME ouais, PME, j'ai toujours été passionné par les entreprises. Ouais. Donc, moi, je suis rentré dans la banque par la petite porte. Hein, pour tout te dire, j'étais alternant, j'étais au guichet d'une banque, je délivrais des chéquiers et des cartes bleues. J'ai connu ça aussi. Hein. Voilà. Donc, faut bien démarrer quelque part. Ils ont payé mes études, cool. Voilà, super, ça se prend. Puis après, j'ai enchaîné les postes, en fait, particulier, puis patrimoine, puis patron d'agence, et donc cette trajectoire de développement professionnel, je l'ai vécu au sein du groupe Société Générale, qui m'a beaucoup fait confiance, à qui j'ai essayé de rendre un maximum d'ailleurs, et c'était des belles années. Bon, avec plein de choses, hein, que ça, enfin tous les revers de la médaille que ça implique, hein, la mobilité, voilà, mais quand on a envie, qu'on a de l'ambition, qu'on a une force de travail et qu'on est à peu près câblé, il y a encore des entreprises où le développement en interne est possible, et ce groupe-là en faisait partie. Alors, l'actualité est un peu différente aujourd'hui pour le groupe Société Générale pour plein de raisons. Mais en tout cas, moi, je suis très reconnaissant de ça. Parce que voilà, je viens d'une famille qui n'est pas forcément... je pense que je suis le plus diplômé depuis quelques générations. Enfin, voilà, c'est... L'ascenseur social, on va dire, a eu fonctionné grâce à une entreprise privée. Ok. Voilà. Et donc, tout ça pendant combien de temps chez Société Générale? 12 ans. 12 ans? Ouais, quand même... ouais, c'était un poste, un nouveau poste pour moi tous les... 2 ans et demi, 2 ans. Ouais, ma première agence, j'ai eu mon premier poste de directeur d'agence à 27 ans, tu vois, alors que... Voilà, oui, c'est... Ouais. Je vais pas dire que tu grilles les étapes, mais... j'aime bien quand ça va vite, ouais. c'est ça. Vite aussi, aujourd'hui, j'ai 39 ans. Voilà, pour tout dire. Ouais, bientôt 40. Non, j'ai 39. Restons sur le chiffre annoncé. Voilà, donc ça c'est pour le côté perso. D'accord, ok, ouais, super. Et ouais, puis excellent. Et ça fait combien de temps du coup que tu as lancé, donc on va en parler, la Difineo, tu as droppé le nom à un moment, et voilà, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ce sujet? Alors, Difineo a d'abord existé en tant que cabinet de conseil dès le mois de décembre 2019. D'accord. Cabinet de conseil où j'étais le seul conseil. Il faut bien se lancer à un moment donné. Voilà. C'est surtout l'avantage du cabinet de conseil, c'est que ça permet ça, justement, de pouvoir se lancer tout seul et de faire des missions et de travailler pour les clients. Exactement. Et on est devenu un réseau en fin 2022. Donc là, on est à mi-année 2024. Donc tu vois, c'est pas très vieux. Ouais. On a vécu déjà 2 conventions annuelles avec les consultants, qui sont maintenant 25, mais au début, le premier consultant, j'ai quand même été amené à lui dire « Deviens consultant pour mon réseau ». « Ah oui, d'accord, très bien, il y a qui dans ton réseau ?»« Ben, il y a moi, et puis il y a toi maintenant. » Voilà. Donc je remercie pour sa confiance Aymeric Lempereur, hein, j'en profite pour faire sa petite... voilà, Aymeric qui m'a fait confiance, avec qui j'avais travaillé dans le passé. Donc voilà, on fait aussi avec les gens avec qui on s'entend super bien, en qui on a confiance, et... voilà, donc le premier, puis le deuxième, et puis tu vois, aujourd'hui on a Difineo existe au travers de... Donc on a un développement métier, puisqu'on apporte des services aux entreprises. Ça, c'est notre cœur de métier, c'est mon obsession. Donc on met à disposition des DAF, des directeurs financiers, et les DRH. Voilà, donc on a
les deux métiers, toujours sur le même modèle économique, le temps partagé. Et on a un développement géographique avec Diffineo Italia qui fait exactement la même chose que Diffineo, mais forcément sur le territoire italien, avec mon associé Alessandro Giachetti. Et donc notre modèle, c'est ça. On se développe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des territoires ou des métiers sur lesquels moi je me sens pas légitime, où j'ai trouvé quelqu'un de confiance qui a les compétences ou les connexions, et il a envie de faire grandir ce collectif. Et donc on s'associe et on grandit ensemble. Okay. Pour Diffineo RH, c'est Bénédicte Brunel qui a 20 ans de direction des ressources humaines derrière elle. Elle nous a rejoints et elle a développé la filiale de Diffineo RH. Parce qu'elle est compétente, parce que c'est sa matière. C'est son expertise. Ouais, complètement. Ce que j'aurais pas su faire moi. En tout cas, je me serais pas senti légitime. Oui. Sur les chiffres, ça va, il n'y a pas de sujet, mais sur la RH, c'est quand même technique. Et puis c'est crucial pour les entreprises de faire confiance à des experts. Nous, on met en lumière cette expertise. On reste des généralistes en fait. Oui. Au cœur de l'entreprise, on accompagne des dirigeants, on a une idée très précise de ce qu'on veut faire avec eux, avec leur accord et en suivant leur direction, celle que eux donnent, mais on met autour d'eux aussi tout un panel d'experts dans leur domaine. Okay. Avocats, notaires, Pardon, chaque fois je vais te faire des réponses de 15 minutes. Je vais avoir 4 questions parce que sinon on a dépassé. C'est ça. Et du coup, alors, tu as parlé, je voulais justement te poser la question de Diffineo Italie parce que Italia, ouais. Parce que j'ai préparé un peu le podcast et je me suis dit, j'ai l'impression que ça s'est fait assez rapidement ton lancement, c'est pas juste là tout récemment, c'est depuis la création de ton réseau. Donc l'extension en 2022 de ton réseau, oui. c'est assez allé rapidement en Italie. Alors, et pourquoi l'Italie ? Est-ce que c'est une opportunité ? Alors, c'est une question de rencontre. À chaque fois, je vais te répondre ça, mais que ce soit pour la migration, enfin pour mes changements professionnels, ça a été des rencontres. La confiance qu'on m'a donnée dans mes différents postes en tant que salarié, ça a été des rencontres. Mon passage vers le consulting, ça a été une rencontre avec mon tout premier client. Et puis mon premier associé, Alessandro, c'est une rencontre. C'est-à-dire qu'il a rejoint le réseau Diffineo en tant que consultant, en tant qu'expert. Et il se trouve, je ne sais pas si ça s'entend, mais Alessandro Giachetti, c'est un tout petit peu italien. Et voilà, et donc il a grandi à Milan, il a travaillé là-bas, il a les connexions. Il me dit, moi j'ai rejoint Diffineo en tant que consultant parce que franchement le modèle est excellent et on donne un vrai service à nos PME, et c'est quand même les PME qui font tourner le pays, voilà, c'est des employeurs, c'est hyper important. Et Alessandro me dit, en Italie, j'ai le même sujet, le modèle économique conviendrait très bien à l'Italie. Alors, culturellement, c'est un tout petit peu différent, les entreprises sont un peu plus familiales, et en même temps, c'est une belle opportunité parce que c'est une culture qui se marie bien avec la nôtre. Enfin voilà, la dernière convention annuelle qu'on a fait en réunissant tous les experts, c'était évidemment à Milan. D'accord. C'est vrai que c'est facile. On reste des latins. Voilà, autour d'un verre, on se met vite à parler italien ou franco-italien. Voilà. Et du coup, c'était simple et c'est une histoire de rencontre et d'hommes et de femmes, bien sûr. Bientôt Diffineo Espagne alors. Eh ben, j'ai pas d'espagnol dans mes experts, donc ça viendra quand ça viendra. Après, c'est une question de rencontre. Si ça doit venir sur le chemin de Diffineo, ça viendra. Moi, j'ai pas d'ambition particulière pour tel ou tel pays. C'est vraiment, voilà, on teste. J'ai effectivement dans les experts des gens qui sont d'origine différente, Maroc, Algérie. On se pose la question, est-ce que ça a du sens de s'installer là-bas ? Alors oui, non, culturellement, le consulting dans ces pays-là, c'est pas si évident que ça. La marge de manœuvre est pas si évidente que ça non plus. Enfin voilà. Donc on se lance, mais on réfléchit vraiment bien d'abord. Est-ce que c'est intéressant pour le client final ? Est-ce qu'il y a un marché pour nous ? Ouais. Et voilà, après
après on y va pas. Après, on sait faire, donc voilà. Okay. Pour l'instant, l'Italie, ça s'y est bien prêté. Et la RH, c'est pareil. Bénédicte, elle est devenue consultante chez nous. Elle a une appétence particulière pour la RH et en plus, elle a l'expérience. Voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et du coup, le modèle, c'est, tu vas nous expliquer un peu ça, tu as des personnes qui viennent en tant que consultants et ensuite qui viennent en tant qu'associés, qui grandissent comme ça. Comment est-ce que tu as un peu évoqué le sujet donc, Oui. En fait, à la base, un consultant rejoint Defineo en tant qu'indépendant. Ok. Lui, il vient chercher les formations, l'image de marque, l'accompagnement, les outils, le collectif, le partage. Voilà. Il veut être consultant mais pas être seul, il veut une marque, il veut une reconnaissance, il veut une visibilité, c'est ça son objectif. Okay. Ça, c'est la première étape. Il nous rejoint, il fait le job, il a ses clients, et puis après on voit si si ça a du sens qu'on travaille ensemble. Mais c'est vraiment une histoire de rencontre. Alors peut-être un truc que tu n'as pas forcément vu sur le web, même si tu as hyper bien préparé ton truc, ça j'en doute pas. Mais chez nous, il y a eu un stagiaire parce que j'avais émis un besoin. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des consultants. D'accord ? Oui. C'est mon nouveau métier. Oui. Voilà. Je me dois de leur donner le meilleur de ce qu'on sait faire sur ce sujet de l'accompagnement. Et je me suis rendu compte que je passais pas forcément autant de temps avec chacun des consultants, que je délivrais pas complètement le même message, en tout cas il n'était pas identique, et qu'il pouvait y avoir des disparités entre les accompagnements des uns et des autres. Donc, je me suis dit, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il n'y a pas forcément de nécessité de passer des heures et des heures ensemble et qui peuvent se faire en ligne. Et donc, faire une formation en ligne dédiée à nos experts, c'est un vrai sujet. D'accord. Donc, c'est comme ça que Defineo Academy est né. Ok. Donc, Defineo Academy, c'est une formation dédiée aux consultants. D'accord. Mais l'histoire, et c'est là où je veux en venir pour te montrer l'approche en termes de comment on grandit et comment on s'associe. Defineo Academy, donc on l'a fait pour nos consultants DAF, on l'a fait pour nos consultants RH. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes outils, donc c'est des parcours qui sont communs sur certains sujets et différents pour d'autres. Et du coup, en consultant DAF et en consultant RH, c'est quoi la répartition aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 90% de DAF. Okay. Parce que là, en fait, Defineo RH, c'est très récent. C'est très récent. Okay. On a démarré ça là au mois de avril 2024. Tu vois, on est en juin, on a 2 DRH consultantes. Donc voilà, c'est tout frais. Ok. C'est tout frais. Et du coup, pour revenir à Defineo Academy, pour parler de l'entrepreneuriat au sein de notre groupe, ça marche comment ? Donc, mon stagiaire crée 2 parcours de formation. Ouais. C'est génial, c'est super. Et puis il me dit, mais ça, c'est un truc qui pourrait intéresser quand même d'autres entreprises. L'onboarding. Ouais. Là, ce sujet crucial d'intégrer de nouveaux collaborateurs, salariés ou pas. Voilà. Très, très bien. Bah, toi qui as une start-up et qui grandit, tu vois, régulièrement, tu vas voir tes effectifs grandir à une vitesse que je te souhaite la plus rapide possible. À chaque fois, tu dois réexpliquer l'histoire de l'entreprise, les valeurs, les outils, comment ça marche pour les tickets resto, comment on pose ses congés dans la SIRH. C'est ça. Non mais c'est tout bête, mais donc tu fais quoi ? Donc déjà, tu as dû lâcher entre 3 et 10K pour un recrutement solide. Voilà. Ensuite, tu passes 3, 4, 5 mois à accompagner une personne plus ou moins bien, avec plus ou moins de réussite. Elle part, elle reste. Bref, c'est pas safe. Non. Bon. Là, je suis en train de te vendre le parcours de formation. Je sais pas si tu as remarqué. Et donc nous, on écrit tout ça, on écrit la feuille de route, on parle de choses rationnelles. Comme ça, on te laisse le temps pour le côté humain. Okay. Tu n'as pas besoin de réexpliquer le SIRH à chaque nouveau collaborateur. Peut-être qu'il va passer une semaine avec toi, peut-être qu'il va passer 10 ans avec toi, t'en sais rien. L'investissement, il n'est pas là. Le but, c'est de le fidéliser en passant du temps humain. Et tu vois, on en revient toujours au même. Une obsession, c'est l'humain. Ça reste l'humain, l'obsession. Voilà, c'est ça. Donc du coup, toi, ce que tu apportes là comme solution avec ton académie, Defineo Academy, Defineo Academy, à la fois c'est pour toi
Au départ, c'est pour tes besoins. C'est ça. Tes besoins internes. Et là, en fait, tu le transformes en étant un outil finalement qui est utile à tes clients. Ouais. Parce que aujourd'hui, ils ont peut-être pas mis ça en place, certainement pas. Ça existe dans les grands groupes. Oui, voilà, ça existe dans les grands groupes, mais après, ça. Voilà, parce qu'il faut du temps de le concevoir, de le mettre à jour, de ne pas oublier tout ça. C'est ça. Et du coup, donc ça, c'est un outil vraiment. Et est-ce que devient presque un outil d'acquisition pour tes clients ou c'est du conseil en plus? Alors non, c'est pas un outil d'acquisition, c'est vraiment une activité. Si tu veux, le cœur du sujet elle-même, c'est permettre aux entreprises d'être plus rentables, plus grandes et plus résilientes. C'est ça notre. Si tu prends toutes les valeurs de toutes les structures qui composent le groupe Dauphiné aujourd'hui, c'est toujours la même, c'est celle-là. C'est des entreprises plus grandes, plus rentables et plus solides. Exactement. Voilà, donc c'est notre triptyque et c'est la même chose pour Dauphiné Academy en fait. Mais ça montre quand même le côté, le mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire on identifie un problème, on trouve une solution. Tu as fait la même chose avec Sekino, il n'y a pas de mystère. On trouve une solution, on la vend. On la propose, on l'affine, on l'affine encore, on l'affine tout le temps. Parce que voilà. On optimise en permanence. Oui, c'est ça. Je pense que le premier parcours, celui des DAF chez Dauphiné Academy, n'aura rien à voir avec ce qu'on sera capable de faire dans un an ou deux. Quoi. C'est sûr. Et tu as réussi déjà, parce que là, donc cette académie, tu l'as mis en place pour vous, mais est-ce que tu l'as déjà mis en place pour des clients? Alors c'est en cours, les contrats sont en cours de signature. Je me ferai un plaisir d'ailleurs de communiquer sur les clients, les premiers clients de Dauphiné Academy. Néanmoins, pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais oui, on a des belles signatures avec des entreprises qui font plusieurs milliers de collaborateurs. Ah oui. Oui. On a la chance d'être sur un territoire, nous, dans le nord de la France, hyper dynamique. Non, mais c'est l'occasion que je mentionne l'origine de Dauphinéo. On est dans le nord, on est à côté de Lille. Et on est sur un territoire hyper dynamique. Alors, bien sûr que la capitale attire énormément et développe la France dans son ensemble, mais je peux te dire que les nordistes sont pas à la rue. Même si nous, on a fait le choix d'avoir un développement national, voire international, tu vois. Parce qu'on est présent à Toulouse, à Bordeaux, enfin voilà. Là où il y a des PME qui ont un besoin, on saura mettre un consultant en face. À ce jour, on peut se dire ça. Mais ouais, dans le Nord, il y a de l'entrepreneuriat, il y a du réseau, il y a des belles choses qui se passent, c'est sûr. Oui, on voit ça nous aussi, puisqu'on est partenaire de la Caisse d'épargne de France, donc forcément, on voit ça. D'ailleurs, c'est par là que par un événement, un petit déjeuner dans l'Oise avec la CPME, de l'Oise, qu'on salue d'ailleurs. C'est ça. Qui, justement, qu'on a pu se rencontrer avec Benoît de ton équipe. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes à faire dans le Nord, ça c'est sûr. Donc Benoît Briest, pour le citer, parce que j'en profite pour mettre en lumière tous nos experts, parce que c'est un peu mon métier aussi. Ouais. C'est-à-dire que, comme je te disais, on se base sur l'humain. Donc ma volonté, effectivement, c'est de développer un réseau, une marque, mais c'est surtout de mettre en lumière tous les consultants qui ont fait le choix de Dauphinéo. Ouais. Comme marque vitrine, quoi. Donc Benoît Briest, il est dans l'Oise, donc lui c'est plutôt Clermont, Compiègne, voilà. Et effectivement, c'est lui qui a ce réflexe. Donc il est consultant pour une marque, et tu vois, c'est aussi le mindset des gens qui nous rejoignent. Et c'est comme ça qu'on les choisit, j'ai envie de te dire. Enfin, on en reparlera peut-être après du choix de nos consultants, si tu veux. On parlait de ça. Mais c'est complètement naturel pour lui et pour d'autres, de se dire, voilà, il y a une opportunité pour moi en tant que consultant, oui, ok. Mais pour notre réseau et pour faire grandir le collectif, je présente Sekino à Dauphinéo, quoi. Et là, boum, on grandit tous ensemble. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, c'est qu'on accueille chez nous des entrepreneurs. Alors ils entreprennent au sein du groupe ou ils entreprennent, ils ont ce mindset d'entrepreneur, mais ce sont des entrepreneurs. Déjà, le fait d'être consultant, oui, c'est déjà... consultant indépendant à la base, c'est vrai que
C'est ça. C'est un mindset d'entrepreneur. Et Exact. du coup, ça fait justement une bonne transition sur le sujet donc justement, alors on a parlé des RH, mais là du coup, des tiens, de tes ressources humaines à toi. Comment tu choisis tes consultants? Comment peut-être ils viennent à toi? Quel type de profil tu cherches peut-être encore? J'imagine que tu as certainement de la demande aujourd'hui de clients, que tu aimerais matcher avec des profils, mais tu n'as peut-être pas assez de disponibilité dans tes équipes. Enfin, voilà. Raconte-nous un peu tout ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, justement, que tu donnes envie de rejoindre un Defineo, quoi? Alors, la croissance des effectifs de consultants de Defineo, elle se veut raisonnable. Ouais. Et c'est toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'occuper d'intégrer 10 consultants à la fois. Déjà pour du temps matériel, parce que ce serait fait d'une manière qui ne me conviendrait pas, parce que j'ai une exigence, et je veux répondre à une exigence, parce que quand tu deviens un consultant chez nous, tu investis du temps, de l'argent, enfin tu achètes aussi un service qui doit être bon. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est très vigilant à choisir les bons consultants, ceux qui vont rendre le meilleur service à nos clients finaux, donc les dirigeants de PME, qui vont rester à nos côtés le plus longtemps possible et qui vont participer à cette croissance parce qu'on se nourrit tous de différentes manières. On partage des compétences techniques, mais pas que. On partage des leads clients, on partage des belles histoires, on partage des problématiques où on a besoin d'aide. Donc, donc, pour répondre à ta question, c'est des gens qui ont un mindset d'entrepreneur, des gens qui, évidemment, ont le bagage, mais ça paraît évident. Donc, des gens qui ont plutôt un peu d'expérience. C'est quoi le minimum d'expérience chez toi? Une quinzaine d'années, c'est pas mal. C'est quand même un minimum. Parce que sortie d'école, ça reste pas évident d'adresser des patrons de PME, de se sentir légitime, voilà. Donc voilà. Après, on a des profils atypiques, on a des très jeunes aussi dans l'équipe, mais parce qu'ils ont un bagage quand même solide. Mais une dizaine d'années, c'est un minimum, une quinzaine d'années, c'est le top. Donc, compétent, expérimenté, mindset d'entrepreneur et dans le partage. Okay. Voilà. Ce fameux partage, parce que comme ils viennent d'horizons différents, de métiers différents, de tailles d'entreprises différentes, tout ça nourrit un collectif qui est plus fort. Donc, s'il n'y a pas cette notion de partage, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les copains sur une problématique technique, juridique, intervenir dans une réunion sur un point d'actualité fiscale ou juridique, enfin voilà. Donc, c'est ça en fait qui fait vivre le réseau. Ouais. Donc leur force, donc, tu vois, les trois sujets, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes 25, c'est ça? 35 avec l'Italie, si tu... Donc 35, donc 10 en Italie. C'est beau. Franchement, bravo. Et là, c'est pas moi pour le coup. Pour le coup, c'est mon associé qui a fait le développement. C'est parce qu'il y a aussi, tu as réussi à créer une marque finalement Defineo. D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que cette marque-là, tu l'as pensée au début pour qu'elle puisse être internationale? Parce que Defineo, ça marche en italien. Certes. Alors, c'est pur hasard. Pur hasard, mais c'est la bonne nouvelle. Effectivement, ça sonne très bien en italien. Mais en fait, ça vient d'une contraction des mots direction financière qui crée un DIFI. D'accord. Et Neo, le suffixe latin qui met en lumière la nouveauté, puisque le modèle de temps partagé est en soi quelque chose de disruptif. D'accord, ok. Donc c'est vraiment DIFI, donc c'est vraiment pour le parti technique métier et Neo nouveau. Ok, d'accord. Intéressant. C'est pas la création, c'est original, ça sonne bien. Non, je voulais que ça ait du sens quand même. Mais voilà, donc Defineo, c'est direction financière nouvelle génération. D'accord, ok. Mais ça sonne bien en italien et ça sonne bien dans toutes les langues à peu près. Ça marche bien, ça marche bien partout. Hein. Ouais, à moins que ça veuille dire toilette dans une langue que je ne connais pas, mais quel cas on changera. Ça sera peut-être pas ton marché, t'en auras pas besoin. Non, mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal, là. Déjà t'as pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai que a posteriori, c'est drôle de se dire que j'ai lancé un cabinet seul
avec déjà une identité, un visuel, comme si je le mettais déjà sur les rails de quelque chose de beaucoup plus grand, alors que franchement, j'étais seul, quoi. Pas de doute. Hein. D'ailleurs, seul dans ta chambre. Quand je voulais un café, je levais pas le doigt, je le faisais, quoi. Je te rassure, on lève pas le doigt non plus, hein, même à plusieurs, hein, on fait voilà, aussi. Hein, parce que on n'est pas là pour non plus, je pense que côté humain, on n'est pas là non plus pour avoir des stagiaires qui font les cafés. Hein. Ah, bah même aujourd'hui, hein, quand j'ai des photocopies à faire, voilà. Fred, tu veux ? Oui, je vais aller les faire moi-même. Non, je fais plus de photocopies, on est 100% des maths, mais on en parlera peut-être des nouveautés dans nos métiers, mais il y a plus de stage photocopie. Faut éviter. Et il y a un truc alors que tu n'as pas dit, pourtant tu as dit plein de choses, mais là tu n'en as pas parlé. C'est là pour sujet, tu proposes à tous tes consultants en fait, de passer par une formation HEC. Oui, absolument. HEC qui est un partenaire historique hein, dès l'origine, mais ça vient de moi. Je me lançais comme consultant. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait légitimer mon parcours ? Effectivement, j'ai un master, j'ai un parcours de banquier, on me fait déjà confiance sur des missions. Oui, d'accord, très bien. Donc, je suis directeur financier, validé par la place, on va dire, dans les faits. Mais pour quelqu'un qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Et puis, je me suis dit, mais il y a quand même, en plus, une différence entre le métier de banquier et le métier de directeur financier qui est assez notable. Hein. Quelle formation pourrait me préparer au mieux à ce métier que je pense être en capacité de faire, mais voilà. Après, l'intelligence situationnelle, c'est aussi savoir s'adapter aux choses. Hein. Oui, bien évidemment. Et puis, je pense qu'il n'y a pas d'école réellement de directeur financier, mais toutefois, j'avais envie d'un programme avec des bases solides sur... donc, moi, j'ai passé le diplôme. D'accord. Tout simplement. Et c'est quel diplôme ? Eh ben, c'est HEC qui propose, donc c'est une formation qui dure 6 mois, ICCF ça s'appelle. D'accord. 6 mois de formation complètement digitalisée. Ok. Donc tu as 3 modules qui correspondent très très bien à notre métier. Donc il y a analyse financière évidemment, il y a évaluation des entreprises, hyper intéressant aussi dans nos métiers. Et puis, parce qu'on parlera des besoins clients après, puis financement et investissement. Voilà. Donc le programme est hyper en phase avec le métier. Le dispositif est hyper adapté pour nos consultants parce qu'ils peuvent arriver là au mois de juillet et commencer leur formation au mois d'octobre, puisqu'il y a 2 sessions par an. Donc ils sont déjà sur le terrain, ils peuvent le faire en parallèle de leur mission de consulting, parce que c'est complètement digital, et ils passent au bout de 6 mois un diplôme où ils doivent aller dans une salle d'examen certifiée évidemment pour qu'on valide leur connaissance, mais c'est un déplacement, sinon tout le reste peut se faire en ligne. D'accord, ok. Donc pour nous c'est hyper souple. Le but c'est qu'on accueille des consultants et que dès le mois 1, ils puissent être chez leurs clients. Et du coup, d'ailleurs, j'en profite, là c'est l'été, il pleut, donc formez-vous, devenez consultant et on vous accompagnera, y compris durant l'été. Donc, à partir du moment où il pleut, c'est plus facile d'être sur son quand ordinateur. Il pleut, on travaille plus, c'est sûr. Exactement. Sûr. Et du coup, cette formation HEC, en fait, elle est hyper exigeante. Elle est très exigeante. Et alors, d'une part, eux, chez HEC, ils ont compris la plus-value de faire évoluer un collectif. Donc, il y a des masterclass où il y a des échanges entre les apprenants. Mais en plus, à l'intérieur de ça, nous, on envoie 5 ou 6 consultants faire la formation à chaque session. Donc, ça crée aussi un collectif au sein d'Ifineo dans chaque promotion HEC. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils se forment ensemble, ils grandissent ensemble. Pour nous, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont tous la même formation, ils parlent tous le même langage, ils ont un socle de connaissances qui est commun, qui est partagé. Et puis après, on rajoute toutes les briques d'expérience qu'on peut mettre là-dessus. C'est ça. Mais pour nous, c'est vraiment... Et donc HEC, c'est le partenaire depuis l'origine. Tous nos consultants passent par eux.
Et puis, bah, tu vois, ils m'ont invité aussi sur leur dernière vidéo parce qu'ils veulent mettre en lumière ce fameux programme ICCF qui est hyper complet, qui en plus, enfin, l'enseignant est quand même une référence. C'est Pascal Quiri, c'est celui qui co-rédige Le Vernimen, qui est notre ouvrage de référence. S'il devait y avoir un livre pour les directeurs financiers, un ouvrage de référence, c'est clairement celui-là, c'est reconnu de tous. Donc oui, c'est un vrai beau partenariat. Puis le prestige de la marque participe aussi à notre image de marque à nous, à cette exigence, parce qu'effectivement, il y a c'est pas facile de passer non, mais un diplôme en plus, HEC. en plus il le donne pas. Hein. Non, il le donne pas. Je peux dire qu'il y a des échecs, il y a des rattrapages. Il y a. C'est pas tu fais un chèque et t'as un diplôme, tu peux mettre HEC sur ton CV. Hein. Ah non, celui-là non. Je pense qu'il y en a. Non, il n'y en a pas. Hein. Il y en a pas. Donc HEC, c'est associé à First Finance qui a rendu ce parcours-là complètement digital. D'accord, ok. Et l'enseignant, c'est Pascal Quiri. Donc ouais, c'est un super partenariat, on est assez fiers, heureux et satisfaits des formations qu'ils peuvent délivrer. D'accord, ok. Ouais, parce que tu vois, moi j'ai fait des formations INSEAD et HEC certifiantes. Oui. Donc c'est pas des formations de 6 mois ou d'un an, mais c'est des formations généralement de 2 ou 3 mois. Ouais. Le niveau était très très costaud, quoi. Déjà, ouais. Ah ouais, c'est costaud, donc ça, ils le donnent pas. Hein. Non. Et ils sont exigeants avec les délais aussi. Ah oui, ça rigole pas. Rendre les devoirs dans les délais et tout ça, c'est... Alors, puis ils sont très intelligents, ils adaptent leur programme au contexte. Enfin, là, nous, on est en contact régulier, donc Béatrice, la chargée pédagogique, me parlait d'un programme qui nous intéressera, nous, beaucoup. C'est un programme qui concerne la RSE, et ça, c'est un sujet qu'on va devoir traiter au sein des entreprises. Ouais. De manière rapide, et il va falloir être pertinent. Donc, autant être accompagné par les meilleurs. Donc, je pense qu'on leur refera confiance à nouveau sur un parcours certifiant sur ce sujet. Ah oui, donc du coup, voilà, c'est ça aussi. Alors là, je pense qu'on va aller vers tes clients aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu leur apportes? Oui. Au final, c'est à la fois, on en a parlé rapidement, et je vais te laisser rentrer dans le détail, mais des consultants avec une expérience quand même solide. Ouais. Oui, parce qu'on est très exigeant sur les gens qui nous rejoignent. Ouais. Qui continuent d'être formés avec tout le temps. Ce qu'on peut se faire de mieux, en tout cas, j'ai envie de dire quasi au départ, de l'arrivée du réseau d'Ifineo. Parce qu'avec HEC, il ne doit pas y avoir beaucoup d'écoles au-dessus qui proposent des formations de ce niveau-là. Donc tu arrives quand même avec un gros bagage derrière pour tes clients qui justement va bénéficier. Et ça, c'est là où tu vas parler de tes clients maintenant, de ce que tu leur apportes. Alors, c'est exactement ça. Enfin, tu résumes hyper bien le concept et le propos. Nous, je te disais tout à l'heure, la promesse, c'est avoir des entreprises plus grandes, plus rentables et plus solides. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, ok, super, mais à quel moment on fait appel à un directeur financier externalisé, finalement? Nous, on a 3 grandes catégories de clients. J'aime pas catégoriser, mettre dans des cases, mais c'est pour simplifier le propos et dire un peu à quoi ressemblent les clients de nos consultants. Donc on a les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés, parce qu'une histoire d'entreprise, c'est long. Quand tu crées des statuts, tu as dû le faire il n'y a pas longtemps, tu notes, durée de la société, 99 ans. Il peut s'en passer des choses. Et il y a des entreprises qui sont plus que centenaires, bicentenaires, voilà, ça existe. Oui. Mais c'est jamais une histoire toute rose, toute facile. Il y a toujours des moments où il faut revoir la proposition de valeur, revoir le positionnement tarifaire, voir le développement, voir si on va à l'international, le sourcing, bref. L'histoire d'un entrepreneur, c'est jamais... pour moi, j'ai l'habitude de dire, c'est des hauts très hauts et des bas très bas. Voilà. On évite les bas très bas et pourtant, ça peut arriver. Pourtant, ça peut arriver. Bon. Donc, on a cette première catégorie de clients qui peuvent rencontrer des difficultés. Du cash, problème de pilotage, problème de marge, problème de... Enfin, voilà. Ils font face à quelque chose qui est compliqué pour eux et qui peut mettre leur structure en danger.
Donc là, on arrive avec un consultant qui a du métier. Lui, il a vu 30, 40 ou 200 ou 300 entreprises, ce qui est mon cas, différentes, avec des modèles économiques différents. Il va très vite saisir ce qui peut être amélioré, si c'est sauvable ou pas déjà. Si y a un avenir ou pas, comment on s'y prend, on trace la feuille de route et on met en place les choses et on suit. Donc c'est l'assurance pour le dirigeant d'avoir accès à quelqu'un qui va pas mettre la tête dans le sable et qui va prendre les sujets à bras le corps et qui va solutionner qui va mettre en place les choses qui vont permettre à cette entreprise de poursuivre. D'accord. Et du coup, tu disais, est-ce que c'est sauvable? Ça t'est arrivé de rencontrer des entreprises, des entrepreneurs, enfin des entreprises pour le coup, qui étaient Bien sûr. tellement en difficulté que il fallait mieux mettre la clé sous la porte que de continuer, quoi. Bah oui, mais ça nous arrive, ça nous est arrivé et ça arrivera malheureusement encore. Il y a des entreprises qui sont clairement en situation de cessation de paiement, mais qui n'ont pas conscience des enjeux que ça peut représenter, des responsabilités que ça peut potentiellement avoir sur le dirigeant, en tout cas celui qui a un mandat social. Ça peut être... oui, ça nous arrive, et c'est de notre devoir, c'est du professionnalisme, que de faire l'état des lieux, mais on ne s'arrête pas au diagnostic et en disant, bah non, c'est fini quoi. Non. On a chez nous des partenaires qui vont être capables de trouver une solution, même dans ces cas-là. D'accord. Du mandataire social, voilà, on a un partenaire d'ailleurs. Alors c'est pas pour faire mon autopromo, mais on a un podcast qui s'appelle Parole d'expert et on a invité très récemment notre partenaire qui s'occupe des entreprises qui sont en difficulté. Donc quand on peut faire de l'autopromo, je te rassure. Ouais, bon, j'en profite alors. Parole d'expert sur ce Spotify, Apple Podcast, toutes les bonnes plateformes. Il y a quelques heures d'enregistrement et notamment un de nos partenaires qui s'occupe des entreprises en difficulté. Donc on s'arrête jamais à dire voilà, le diagnostic c'est ça, bonne chance. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. La valeur c'est l'humain. Donc, et puis l'humain dans une entreprise c'est multiplié par le nombre de salariés. Multiplié par le nombre de personnes qu'il y a dans chaque famille. Enfin, tu vois la responsabilité que ça peut avoir. On ne s'en rend pas compte. Un dirigeant d'entreprise qui a 50, 100 salariés, c'est 100 familles. C'est 100 personnes directes et potentiellement 200, 300 personnes indirectes. Même plus. Ou davantage, oui, complètement. Donc oui, c'est une vraie responsabilité. Donc voilà, ça c'est une première frange de notre clientèle. Donc les entreprises qui sont en difficulté, plus ou moins, voilà. Donc, ils ne se posent pas de questions, ils nous appellent, et puis nous, on va faire le diagnostic et on va trouver les solutions. Chez nous, en interne, ou pas, peu importe. Le but, c'est d'avoir quelqu'un de confiance. La deuxième catégorie de clients, c'est les entreprises ambitieuses. Ouais. Celles qui veulent aller vite, qui veulent grandir, lever des fonds. Alors, on a l'image de la start-up, mais pas que. Il y a des entreprises dans l'économie traditionnelle qui ont des croissances qui sont très solides. Mais ça a des implications aussi. Financières, juridiques, voilà. Je vais te prendre un exemple très concret. On a une entreprise qui est passée de 0 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans. Je parle de chiffre d'affaires. C'est colossal. Ouais, mais c'est un beau démarrage. C'est pas une start-up. Ils sont dans quoi ? Dans le transport. D'accord. Dans le transport. C'est une croissance de start-up, de scale-up même. Je pense qu'il y a même certaines scale-up qui auraient aimé mais ça a des implications de ce genre de croissance. Oui. Ça veut dire qu'il y a un besoin en fonds de roulement qui est lié au délai de paiement de clients. Ça veut dire qu'il y a du recrutement. Ça veut dire que... Donc tu vois, là on est capable de mettre, et c'est le cas dans cette entreprise, une DRH à temps partagé, un DAF à temps partagé, et on module en fonction de leurs besoins. D'accord. Alors oui, tranquille. Enfin... Avec une croissance comme ça, on n'est jamais tranquille. Oui, nos consultants bossent, c'est clair. Et ils sont là pour ça. D'accord. Et donc, ça sécurise, ça permet de faire des choses. Ce qui aurait, a priori, pour quelqu'un qui est dans le commerce, dans le développement, dans le relationnel, enfin, les fondateurs sont des génies dans leur domaine, tu vois. C'est tout sauf des financiers. Rarement. En tout cas, dans ce cas-là, non.
ce cas-là. Voilà. Non, mais c'est ça. Ah, oui, tout à fait. Après, il y a des fondateurs de startups qui sont des financiers à la base. Tu en es l'illustre exemple. Oui. Mais on n'est pas là pour parler de moi, mais effectivement, Voilà. Effectivement, après un bagage financier, ça aide, c'est sûr, et c'est bienvenu. Mais Donc, les entreprises qui ont des défis à relever, des entreprises qui sont hyper ambitieuses, des entreprises qui changent de main. Voilà. En gros, Okay. Voilà. Parce qu'à un moment donné, la vie d'une entreprise, c'est plus long que la vie d'un être humain, quand tu regardes bien. Oui. En tout cas, c'est le but. Donc, à un moment donné, il y a une transmission intergénérationnelle, il y a une cession, il y a une reprise. Voilà. Donc là, par exemple, hier, j'étais en train de lever des fonds pour une entreprise qui cherche à grandir, donc qui est ambitieuse, et qui rachète une entreprise consoeur. D'accord. Voilà. Et on va utiliser le levier du LBO pour pouvoir lever des fonds grâce à une société de ligne qui va s'endetter pour acheter la cible. Et la cible va pouvoir payer l'emprunt qui lui a permis d'être acheté. D'accord. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est hyper classique. C'est hyper classique. Si jamais on a besoin. Exactement. Et non, mais ça permet à quelqu'un. C'est-à-dire que, imagine, tu crées une entreprise, elle fait 2-3 millions. C'est à peu près là qu'on commence à avoir besoin de nous, pour identifier le besoin. Nous, on peut t'accompagner sur la croissance. D'accord. Au bout d'un moment, on t'accompagne sur le rachat d'une entreprise concurrente. Okay. Ensuite, on t'accompagne parce que tu recrutes, voilà, on te met une DRH, voilà. On te permet ça. À la carte, sur mesure. Ensuite, tu vas à l'international, on t'accompagne là-dessus. Ensuite, c'est ton fils qui reprend. On t'accompagne là-dessus parce qu'il y a le pacte du trade, il y a des sujets fiscaux qu'il faut gérer bien en amont. Tu vois. Oui. On passe à la facture électronique parce qu'il y a une nouvelle réglementation. On a les gens pour ça. Oui, t'as vu, je te crée les. En fait, c'est toi qui fais toutes les transitions là. C'est ça. J'essaie d'avoir une pensée assez organisée, mais donc on y reviendra après. Globalement, tous les grands défis qu'il y a dans la vie d'une entreprise, qu'elle soit difficile ou agréable, intense ou modérée, de toute façon, il y a besoin de pilotage, il y a besoin de juridique, il y a besoin de gens comme nous. Ok. Et du coup, on parlait de facture électronique alors. C'est quoi? Pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Si, on en a parlé. si, c'est enregistré, on a les caméras, il y a tout. Oui, voilà, ça fait partie des enjeux qui viennent pas d'un besoin interne à l'entreprise, mais qui sont imposés par, là, typiquement, une réglementation. Là, la loi change. On doit opérer une manœuvre qui va quand même qui va changer les habitudes de manière tangible et technique pour nos clients. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on l'anticipe, il faut qu'on le prépare pour être prêt le moment venu. Alors, peut-être que tu peux nous parler de cette réglementation, parce qu'en fait, je parle de toi, là. Non, mais c'est un podcast pour parler des experts comme toi. Nous, les experts, ils vont mener ce projet en interne dans l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation, on passe à la facture X, ça a des implications en termes d'usage, d'outils, d'organisation. C'est nous qui allons piloter ça au sein de l'entreprise. D'accord. On forme les gens, on met en place l'outil. Alors l'outil, il se trouve qu'on a trouvé un outil qui est super, qui s'appelle Sekino, qui est compatible avec plein d'outils comptables avec lesquels on travaille déjà, donc c'est pratique. Voilà. Mais du coup, il faut quelqu'un à la manœuvre. Parce que moi, je te parlais du dirigeant un peu isolé, tu vois. Lui, je sais pas moi, il est concessionnaire automobile. Il a 5 concessions, il fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que ça va vite le chiffre d'affaires. C'est un exemple que j'ai en tête, c'est pour ça. On lui dit facture X, il dit ok, moi je vends des voitures sinon. Donc ok, c'est quoi la facture X? Faut faire un PDF? Je sais faire les PDF, pas de problème. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et son DAF, puisque là, dans ce cas-là, l'entreprise a déjà un DAF. Ouais. Il est occupé à faire du pilotage, à aller chercher des financements parce que faut financer une flotte. Voilà, facture X, c'est pas trop son sujet. Il s'entend pas trop avec la comptable en plus, donc ça tombe bien. Il passe un petit coup de bigot, Diffineo arrive.
on met en place la solution et on accompagne les gens. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y a un vrai besoin, on le voit sur les segments de clientèle que tu disais, à partir de 2-3 millions, et bien évidemment bien au-delà. Le sujet de la facture électronique, c'est pas que un sujet d'outils, c'est un sujet vraiment il y a un vrai process d'accompagnement au changement. Je ne sais pas aujourd'hui comment tu le vois chez tes clients, si ça commence à frémir, on le voit sur les ETI, ça frémit très fort. Oui, sur les ETI, il y a de l'information, il y a des DAF en fait. Donc ils sont informés, ils ont cette culture. Dans les PME, c'est un sujet qu'on aime bien repousser à plus tard. Tu sais, parce que bon, ça paraît obligatoire, mais bon, il y a le calendrier qui est assez lointain, et puis en plus il est repoussé, enfin bon, on verra le moment venu quoi. Ça va être compliqué. Donc nous, on a cette pédagogie à avoir. Et là où je voulais peut-être intensifier ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut mener une mission bien spécifique au sein d'une entreprise quand il y a déjà une direction financière qui est en place. Parce que c'est très technique, parce que c'est en dehors des missions habituelles du DAF. Voilà, faut pas. On a des DAF qui interviennent dans des entreprises qui sont déjà très staffées. D'accord. Sur des missions spécifiques. Et ça peut en faire partie. Il va y en avoir vraiment besoin et beaucoup besoin parce que. C'est ça. Comme tu le dis, les entreprises repoussent ça au dernier moment. Ce qu'on voit dans certaines études, c'est que c'est un projet qui peut prendre 6 à 12 mois, en fonction de la complexité au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est un vrai sujet pour ces boîtes. Et malheureusement, vous êtes 25. Bah oui, on va pas pouvoir tout faire Non, mais c'est ça. Il y a 250 000 PME. Il n'y a pas beaucoup de solutions. À chaque fois, c'est des projets longs. Ouais. 250 000 PME, on n'a que 249 000 clients, donc ça va être trop juste. Hein. Non, mais oui, c'est vrai qu'on va avoir un problème d'embouteillage. Et si on veut que les choses soient faites convenablement, correctement, là, on rigole pas en fait. Parce que si on fait pas les choses bien, on va avoir des problèmes de TVA, on va avoir des problèmes de règlement. Ça peut avoir des implications. Tu parlais de cash flow tout à l'heure en fin de BFR. Là, ça peut créer du BFR. C'est-à-dire que vous avez une PME à un client plutôt ETI, ils n'envoient pas le bon format, il n'y a pas de paiement qui arrive. Hein. C'est ça. C'est aussi bête et méchant que ça, quoi. Parce que eux respecteront la réglementation, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc, au pire, ils savent qu'ils vont devoir garder des personnes pour des formats un peu spécifiques. Et c'est des personnes qui ne seront pas motivées, qui seront sur un job qui, au bout d'un an, n'aura plus lieu d'être. Il y a quand même aussi, ça reste aussi de l'humain. Faire des tâches pénibles, c'est pas. Donc, ressaisir une facture, un PDF pour le ressaisir dans l'outil comptable, alors que si la personne en face envoyait une facture et que ça se ferait tout seul, on peut comprendre que l'humain fait qu'on n'a pas envie de le faire et que la facture, au lieu d'être en instantané dans l'outil, elle est 15 jours après, 3 semaines après, 1 mois après, ou complètement oubliée sur un coin d'un bureau parce que c'est les vacances, ça peut attendre. Merci pour tous ces points sur un peu tous ces sujets. Moi, je te propose maintenant qu'on synthétise un peu tout ce qu'on s'est dit, ce qu'est Defineo, tes clients, les collaborateurs de tes équipes, tes collaborateurs qui peuvent te rejoindre, ceux qui ont envie de te rejoindre aussi, pour que ça donne aussi envie à tes clients aussi de venir aussi. Bien sûr. Et puis après, on va passer à des choses un peu plus perso. Ça, on en parlera après. Allez, donc pour finir sur la partie pro, effectivement, nous, notre obsession, c'est de rendre les PME plus grandes, plus solides et plus rentables. Ouais. On le fait en mettant à disposition de ces entreprises des talents. Ouais. D'accord. Pour répondre ou à des difficultés, ou à des ambitions, ou à des changements d'actionnariat au sein des entreprises. C'est les 3 grands schémas, enfin les trois grandes catégories de besoins. Donc on peut nous contacter si on a ce genre d'enjeu quand on est dirigeant d'entreprise. On peut me contacter aussi quand on se projette dans le métier de consultant et qu'on a envie de faire ce métier-là.
au sein de la famille d'Ifineo, j'ai envie de dire. Ouais. Et qu'on veut être consultant, qu'on veut se lancer, mais avec les bons outils, les bonnes formations, la bonne image de marque. Voilà, si les valeurs en tout cas que j'ai essayé de transmettre dans tout ce que j'ai pu dire pendant cette heure avec toi, voilà, si on se rejoint sur les valeurs et sur ce positionnement, effectivement, on a des sujets peut-être à voir ensemble. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on peut me contacter et puis voilà, on pourra grandir ensemble, mais tu as raison, hein. Mettre à disposition les meilleurs consultants face à des entreprises qui ont des vrais besoins et faire grandir ensemble tout ce petit monde-là, pour moi c'est plus un métier, c'est ce que je fais au quotidien, je le fais comme quand tu respires en fait, tu penses pas. Exactement. Exactement. Donc voilà, c'est ça pour la partie pro. Et du coup, je t'écoute hein, sur le perso, je vais essayer de répondre convenablement. Ouais, l'idée c'était de savoir un peu, voilà, à toi à titre perso, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Ouais. Est-ce que tu as des films, des livres, des documentaires, des personnalités aussi? Ça peut être une personnalité qui t'inspire. Ouais, alors des livres, moi, il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais petit et que j'ai pris beaucoup de plaisir à transmettre à mes 2 enfants, parce que moi j'ai 2 garçons de 11 et 14 ans. C'est un ouvrage qui est un des plus lus au monde, hein, c'est Le Petit Prince, tu vois. Et je trouve que les valeurs humanistes sont bien transmises dans cet ouvrage-là, qu'il parle à la fois aux enfants mais aussi aux grandes personnes. D'accord. Et que, moi, je pleure encore en le lisant parfois. C'est quelque chose qui m'émeut énormément. Mais bon, c'est pas très original, hein, puisque je te dis, c'est peut-être l'ouvrage le plus lu au monde. Il y a la Bible avant. Probablement voilà, un ouvrage religieux, mais voilà. Donc, pas très original, mais voilà, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Après, dans la matière qui est la mienne, c'est-à-dire la finance, il y a un auteur qui m'inspire beaucoup, c'est Nassim Nicolas Taleb, qui a une vision très claire sur ce qui est l'antifragilité, le signe noir, voilà, donc c'est presque de la philosophie financière, avec une vraie hauteur sur les choses, et moi c'est un truc qui me passionne, l'antifragilité. Alors pour le redire dans des termes simples, c'est quand tu prends un objet et que tu tapes dessus et qu'il casse, il est fragile. Quand tu prends un objet et que plus tu tapes dessus, plus il est solide, c'est de l'antifragilité. Ouais. Tu vois, et c'est des choses qui existent. Et pour moi, une entreprise robuste, une économie robuste et par voie de conséquence un monde robuste, c'est aussi quelque chose qui prend en compte ça, parce que tu n'es jamais à l'abri de rien. Ouais. Et que comment tu te nourris de... Certains les appellent des difficultés, d'autres les appellent des opportunités. Il y a même des langues où ça se dit de la même manière. Donc tu vois, c'est cette vision-là des enjeux et des défis qui, moi, me passionne. Donc voilà. Le concept d'antifragilité est très 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 intéressant. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui m'inspire au-delà de ça dans le cinéma? Faut que j'aille voir le dernier film là, avec... Avec Brad Pitt, avec Tom Cruise. Non, c'est un film français. Ah, un petit truc en plus? Ouais, c'est ça. Celui-là, je pense qu'il peut me plaire. On parle d'humain, on parle de... Voilà. Donc celui-là, il faut vraiment que j'aille le voir. En plus, c'est un monde que je connais un peu. Parce que moi, j'ai grandi dans un monde... Ma maman était éducatrice spécialisée. Elle s'occupait des enfants, des jeunes adultes déficients mentaux. Et je pense que le prisme qui est dans ce film-là, il est le bon en fait. C'est-à-dire rire avec eux et pas d'eux d'ailleurs. Pas de moquerie, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est voilà, c'est sûr, je vais aller le voir. Quand, je ne sais pas, mais ça me parle énormément. Voilà. Alors, donc là, je te parle d'un film que j'ai pas encore vu. C'est fort quand même. Alors moi, pour le coup, pour l'avoir vu, ouais. Clairement, il est touchant. Artus, c'est ça que je cherchais. Ouais. Il est touchant, extraordinaire ce film. S'il y a un film à voir en 2024, c'est que celui-là. Bon, voilà. Faut pas en voir d'autres. S'il y en a qu'un. Hein, voilà. Oui. Il y a d'autres films qui sont très très bien, mais celui-là il fait du bien. On rit beaucoup, on
pleures beaucoup aussi, prends des mouchoirs. Ah oui, bah, en plus, moi, je pleure tellement facilement, tu sais. Donc voilà, donc ça, c'est un vrai... Enfin, voilà, je l'ai même d'ailleurs partagé sur LinkedIn. D'accord. Justement, j'ai fait un post sur LinkedIn pour dire, voilà, il y a un film à voir, c'est celui-là, tellement il m'a touché. Ok. Donc je te conseille effectivement d'aller voir. Bon, super. Je n'y manquerai pas. Sinon, après, pour en savoir plus, reprends tes questions, s'il te plaît, sur le côté perso. Je suis pas sûr d'avoir répondu à tout. Il reste documentaire et une personnalité. Une personnalité ? Ouais. Alors, une personnalité, ça peut être un peu... comment dire ? Ça va me mettre dans une position particulière, mais bon, voilà. Moi, je suis beaucoup Idriss Aberkan, mais je sais qu'il n'est pas aimé de tous. C'est une personnalité qui est, voilà, qui est pas appréciée de tous, c'est ça. Donc je le trouve inspirant parce qu'il lie à la fois ce côté entrepreneur, une vraie intelligence. Et quand je dis intelligence, c'est capacité d'adaptation, c'est réflexion, c'est pas de l'intelligence pure, même s'il est brillant, hein, il a 3 doctorats, je crois. Enfin, c'est quelqu'un de... Enfin, si tant est qu'il soit vrai, parce qu'il y a toujours une polémique là-dessus, mais bref. Oui, il y a plein de polémiques sur le sujet. Bon, sur lui, il y a plein de polémiques, toujours. Mais en tout cas, ce que je vois chez lui, et là c'est concret, c'est qu'il a une vraie vision, il a une vraie analyse, il a une vraie capacité à convaincre, il est hyper inspirant. Ouais. Et quand il dit quelque chose, c'est-à-dire, voilà, il voit quelque chose dans l'entrepreneuriat, il voit quelque chose... lui, son cheval de bataille, c'est l'éducation, clairement. Donc, voilà, avec Scanderia, avec plein de... C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire des choses, il agit dans le monde réel, il entreprend, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Forcément, c'est des gens comme ça, moi, qui m'inspirent. Après, de manière bateau, mais voilà, Elon Musk, c'est un visionnaire, enfin, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que il a quelque chose que je n'ai pas et que je rêverais d'avoir, c'est peur de rien. Non, une Tesla, ça me fait pas rêver pour le coup. Mais peur de rien, pas peur de choquer, pas peur de déplaire, voilà, c'est un doueur, comme on dit. Comment ? C'est un doueur. C'est quelqu'un qui fait. Oui, c'est un... Oui. Et je respecte ces gens qui agissent. Tu remarqueras que je ne te cite pas de personnalités qui sont juste des penseurs. Oui. Même s'ils ont des choses à apporter, parce que tout le monde a quelque chose à apporter, mais j'ai quand même une affection particulière pour les gens qui passent à l'action, clairement. Et c'est ce que je m'attache à faire moi au quotidien. C'est-à-dire ne pas se contenter d'imaginer, de penser, de rêver, non. De passer à l'action, c'est quand même mieux. Après, on ajuste. Hein. Plus on passe à l'action, plus on se plante, mais plus on se plante, plus on augmente les chances de réussir. Et plus on apprend. Voilà. Mais là, c'est statistique ce que je viens de déclarer. Tu peux pas réussir sans tenter. C'est ça. Ça, c'est clair. Très clair. Voilà. Là, mon dernière question. On a parlé, tu as cité plein de personnes, mais qui recommanderais-tu de venir dans ce podcast pour parler des sujets autour de justement le fait que DAF à temps partagé ou DAF, c'est pas que des chiffres. Alors, je peux te conseiller d'inviter absolument tous mes consultants. Il y en a 25. Voilà. Donc, tu as quelques épisodes d'avance, mais ils ont, pour le coup, tous quelque chose de spécial à apporter. Qui sont identifiés chez nous comme étant des experts d'une niche dans la niche, de quelque chose qui peut intéresser nos entreprises. Et donc, il y a forcément de la valeur. D'ailleurs, nous, dans notre podcast, on va s'attacher à mettre ça en lumière chez eux. Parce que notre volonté, c'est bien sûr diffuser la marque Definéo, c'est clair, mais comment on le fait ? À travers les personnalités qui composent le réseau. D'accord. Encore une fois, l'humain. Oui, bah. Donc, on réinvente pas la roue, mais... Donc tous ces gens-là ont des choses précieuses à délivrer en termes d'informations, de valeur. Sinon, on a quand même pas mal de partenaires et je réfléchis à quelqu'un qui pourrait intervenir dans ton podcast et qui aurait de la valeur. Quelqu'un qui fait du recouvrement justement. Nicolas Borco, comme ça je le cite, il se reconnaîtra. Nicolas Borco, qui est aussi passionné que moi de son métier et qui accompagne ses entreprises en difficulté
une fois que nous, on n'a plus la main parce que cessation de paiement, etc. Et il a une vraie valeur ajoutée, il est dans la conciliation, il est aussi dans l'humain, même si on est là clairement dans des choses juridiques lourdes, etc. Ouais. Hyper intéressant et passionné. Donc voilà, je lui passe le relais, je te confierai ses coordonnées si tu veux l'inviter. Bah, écoute, avec plaisir. Il viendra sûrement avec grand plaisir et il parle très bien. Donc, il y en a plein, des gens inspirants qui font partie de mes cercles, mais je t'en donnerai en off. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi un témoignage que je peux faire aux gens qui se projettent peut-être comme consultants. C'est que voilà, choisir ses clients, les gens qui font partie de nos cercles, premier, deuxième, etc., et qui sont, dans mon cas en tout cas, tous inspirants, passionnés, entrepreneurs, ça change la vie. Moi, je viens du salariat, comme tu le sais. On en a parlé en début de podcast. C'est plus la même existence, quoi, c'est clairement. C'est complètement donc j'encourage tout le monde à passer le cap. Encore faut-il en avoir l'énergie mais c'est un vrai choix gagnant. Yes. Et dernière question, comment on fait pour te contacter? Alors, il y a plein de manières de le faire. Ouais. Il y a notre site internet diffineo.com. Ok. Il y a un site dédié pour les futurs consultants qui s'appelle Careers, Diffineo Careers. Ok. Il y a le téléphone, parce que je mets mon téléphone à peu près partout. D'accord. Il y a LinkedIn. Alors, on a une page Diffineo, une page Diffineo Careers, Diffineo Academy, Diffineo Italia, etc. Donc, Frédéric Guéret, G-U-E-2-R-E-T. Mais globalement, on tape Google sur Google le nom de Diffineo, on me trouve facilement. On te trouve très vite. Pas de sujet. On peut prendre rendez-vous même directement dans mon agenda. Directement. Voilà. Écoute, c'est parfait. Je pense que... Une fois que j'ai dit ça, si tu as 10 000 écoutes et que j'ai 10 000 rendez-vous, je vais peut-être regarder, mais pour l'instant, c'est possible. Écoute, on n'aura peut-être pas 10 000 écoutes, mais voilà. Je te souhaite en tout cas plein de réussite dans ce podcast. Je trouve que c'est une super idée. Évidemment, je ne vais pas te dire le contraire. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, complètement. On est très bien accueillis. Quand je t'ai dit qu'on allait faire presque 1 heure, j'ai hésité longuement. Voilà. Et puis, on a largement dépassé l'heure. Donc, écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, Charles. Aujourd'hui dans nos locaux. Et puis, à très vite. À très vite.